Bonjour à tous et bienvenue ici au Parlement européen pour ce 24e épisode de L'Aubry qui court. Cette semaine, on va se parler Brexit. C'était la dernière semaine où le Royaume-Uni était présent dans l'Union européenne. On va essayer d'en tirer les leçons, mais aussi de sonner l'alerte sur les dangers que le Royaume-Uni devienne un paradis fiscal. On va se parler du programme de travail de la Commission européenne pour l'année 2020 et d'essayer de donner un visage humain à ce programme. Vous allez voir et comprendre. On va aussi évidemment se parler de la mobilisation sociale en France. Et de la seule réponse qu'a à faire le gouvernement, c'est les violences policières et même pas de mea culpa en la matière. Et enfin, pour notre coin des lobbies, on va faire un petit tour par l'Assemblée nationale où vous allez voir que sans scrupule, La République en marche veut co-construire la loi directement avec les lobbies. Allez, c'est parti, générique. Alors cette semaine, c'était une semaine très particulière ici au Parlement européen, parce que c'était la dernière semaine où flottait ce drapeau, celui du Royaume-Uni, puisque le Brexit sera effectif à partir de ce lundi. Et cette semaine, au Parlement européen, on a voté l'accord entérinant définitivement le Brexit. Alors nous, on ne s'y est pas opposés pour respecter la souveraineté des peuples, mais c'était un moment très particulier dans l'hémicycle, une émotion qui était palpable, parce que forcément, on a des collègues qui s'en vont, qui ne seront plus présents à la prochaine session. Je pense à ma collègue irlandaise, Martina notamment, ou Majin, mon collègue des Verts avec qui on a organisé pas mal d'événements. Mais la vraie question qu'il faut se poser derrière ce moment, c'est quelles leçons on doit tirer du Brexit, de cet événement où pour la première fois dans l'histoire de la construction européenne, on a un État membre qui décide de quitter l'Union européenne. Et c'est ça véritablement pour moi l'enjeu. Quand l'Union européenne s'éloigne des peuples européens, alors petit à petit, les peuples européens, eux aussi, prennent leur distance. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas continuer comme avant dans la construction européenne. Ce serait le pire de fermer les yeux et de se dire « bon, on n'a rien fait de mal, tout va bien, continuons ainsi ». Et c'est pour ça que nous, on continuera à se battre pour demander une transformation en profondeur des règles qui régissent l'Union européenne, des traités européens. On ne pourra pas continuer avec l'austérité, avec la concurrence de tous contre tous, avec le libre-échange, avec ce qu'ils ont fait de l'Union européenne. Et finalement, le Brexit doit servir d'électrochoc, parce que sinon, c'est l'Union européenne elle-même qui va aller dans le mur, comme le démontre le Brexit. Et c'est pour ça que plus que jamais, on continuera à se battre pour d'autres valeurs, d'autres fondements de la construction européenne qui soient basés sur l'harmonisation sociale et fiscale par le haut, la coopération plutôt que la compétition du tous contre tous. On n'a pas fini de parler du Brexit parce que démarrent en réalité aujourd'hui des négociations majeures, importantes, qui visent à réguler les futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et pour le moment, ça s'annonce assez mal parce qu'on a le danger d'avoir un des pires accords commerciaux que l'Union européenne n'a jamais signé avec un autre État, puisque le Royaume-Uni prend directement la direction de devenir un grand paradis fiscal et en plus de faire du dumping social et écologique juste à nos frontières, juste de l'autre côté des frontières de l'Union européenne. Et en particulier sur le sujet de l'évasion fiscale, vous savez que c'est mon dada et on est en train de voir se développer à nos portes une forme de Singapour sur Tamise. Et c'est la course à l'échalote en matière d'attractivité fiscale pour le Royaume-Uni, qui était déjà un acteur assez central en matière d'évasion fiscale, mais qui là, avec le Brexit, va vraiment jouer cette carte-là. Et depuis le référendum, c'est vraiment la course à l'échalote. On a eu Theresa May qui a annoncé vouloir faire le taux le plus faible d'imposition de l'OCDE, Cameron qui avait dit 15%, Boris Johnson qui dit 17%. Bref, c'est le grand jeu de celui à qui il va proposer les meilleurs outils fiscaux pour que les grandes entreprises fassent de l'évasion fiscale. Et forcément, celles qui adorent, ce sont les entreprises multinationales comme McDonald's qui, hasard du calendrier, a déplacé son siège du Luxembourg à Londres et le Royaume-Uni, et qui du coup va faire remonter l'ensemble de ces royalties payées par les franchises McDo partout en Europe au Royaume-Uni. Alors nous, évidemment, on sera extrêmement vigilants sur la négociation de cet accord commercial pour faire en sorte que le Royaume-Uni ne devienne pas un des pires paradis fiscaux juste à nos portes. Et puis, maintenant qu'ils ont quitté l'Union européenne, on ne se privera pas de demander qu'ils soient listés sur la liste de paradis fiscaux
puisque jusqu'à présent, c'est ça qu'ils nous opposaient, c'était un pays de l'Union européenne, on ne pouvait pas y toucher. Donc les Anglais, on vous regarde. C'est dans ce contexte assez particulier du Brexit que la Commission européenne présentait aussi cette semaine, en session plénière, son programme de travail pour l'année 2020. Moi, j'ai pris la parole au nom de notre groupe de la gauche unitaire européenne dans l'hémicycle. Vous pourrez trouver mon intervention qui doit s'afficher quelque part par là. En réalité, des interventions comme celle-là, on en a beaucoup à de nombreuses reprises. Dans l'hémicycle, on va parler de nos grands projets de société, notre vision sur l'avenir, ce qu'il faut faire pour l'année 2020. Et puis quand j'ai décortiqué le programme de la Commission, je me dis, bon, en fait, ils sont complètement déconnectés de la réalité des gens. Et que cette réalité des gens, il fallait l'emmener dans l'hémicycle, qu'il fallait qu'ils entendent les histoires, les aspirations, mais aussi les colères des gens qu'on croise, que je croise, que j'ai croisé ces dernières semaines. Et donc, c'est ces histoires-là que j'ai voulu ramener au Parlement européen. Celle de Léa que j'avais croisée dans une action de désobéissance civile sur le climat, qui représente la voix de plein de jeunes qui attendent plus qu'un nouveau projet de croissance économique avec le Green Deal européen, qui sera en colère quand elle verra que la Commission européenne signe encore des accords de libre-échange. J'ai voulu porter la voix de ceux que j'ai croisés sur les piquets de grève et de Marie, qui est infirmière dans un hôpital public. Voulu porter la voix aussi de tous ces travailleurs ubérisés qui ont besoin d'une régulation pour la protection de leurs droits. Bref, c'est cette voix-là que j'ai voulu apporter pour apporter un peu d'humanité à cet hémicycle. Alors là, j'en sors tout juste, vous pouvez peut-être l'apercevoir derrière ces portes hyper froides où ça manque de vie, ça manque de chaleur humaine et ça manque finalement d'horizon de ce pourquoi on est là et pour qui on se bat. Et c'est ces histoires-là que j'ai voulu amener dans le débat et dans l'hémicycle de ce Parlement européen. Et j'espère que ces histoires-là, ce sont autant d'histoires que la Commission européenne entendra, écoutera, parce que après le Brexit, le pire serait de continuer comme avant et de ne pas écouter ses colères et ses aspirations. Comme chaque semaine depuis bientôt 2 mois, comment ne pas vous parler de la mobilisation pour les retraites qui entament une nouvelle phase cette semaine après le combat dans la rue. Et pendant qu'il se poursuit dans la rue, le combat commence aussi dans l'arène parlementaire à l'Assemblée nationale avec la présentation cette semaine du projet de loi à l'Assemblée nationale où nos collègues vont et mènent le combat, le front, porter cette voix populaire soutenue encore par la majorité de la population. Et dans cette première étape, il y en a une qui est importante, c'est l'analyse du projet de loi par le Conseil d'État qui a littéralement dézingué un projet de loi qui a été fait à la va-vite et avec empressement et sans véritable concertation sociale. Un projet de loi qui sera un projet de loi à trous puisqu'on demande aux parlementaires de signer un chèque en blanc puisqu'il y a 29 ordonnances qui ensuite vont préciser certaines modalités du projet de loi. Bref, aujourd'hui le gouvernement marche seul. Putain, j'ai envie de chanter marche seul. Bref, vous avez remarqué que je chante pas très bien, mais il marche seul contre les syndicats, contre la majorité de la population française, contre son opposition, mais aussi contre même le Conseil d'État, et c'est assez inédit pour en parler. Et au final, on voit bien que Macron, il a un projet qui n'est qu'au service d'idéologues, cette même idéologie qu'on retrouve au niveau européen. Il y a eu un article assez intéressant cette semaine sur le développement de produits d'épargne retraite au niveau européen qui fleurissent partout au niveau européen. On vous mettra le lien en description. Et finalement, la seule réponse du gouvernement et d'Emmanuel Macron, c'est la violence policière. C'est la violence symbolique, mais aussi la violence physique, la brutalité policière que beaucoup d'entre nous ont pu voir, observer, voire même subir en manifestation. On a eu encore cette semaine des images atroces de nos amis les pompiers qui sont mobilisés à Paris. Et la vraie question, c'est dans quel pays vit-on? Vit-on dans le pays des droits de l'homme? Ces images sont désastreuses et c'est assez révélateur du quinquennat Macron d'avoir des hommes surarmés, surprotégés qui s'en prennent à des gens, à des citoyens qui ne font que revendiquer leurs droits et qui pour ça font usage de violences policières. Quelque part, c'est une stratégie politique avec aux commandes un certain Christophe Castaner. Et je voulais vraiment l'interpeller sur sa dernière entourloupe en la matière qui est scandaleuse. Vous avez certainement vu que Christophe Castaner, notre ministre de l'Intérieur, a déclaré presque la main sur le cœur que oui, les violences policières, il faut être vigilant et que
la police allait cesser d'utiliser les grenades Gli F4, grande annonce en grande pompe. Mais finalement, quand on regarde de très près, en réalité, ces grenades qui ont causé en effet des mains arrachées beaucoup sur cette année de mobilisation des Gilets jaunes, en fait, elles étaient déjà interdites. Ils devaient juste vider les stocks. Et au vu de l'utilisation de leur nombre de grenades dans les dernières manifs la dernière année, mon petit doigt me dit que en fait leurs stocks sont déjà bien utilisés et qu'en fait ils sont vides et qu'ils allaient pas être renouvelés. Donc c'est une annonce qui n'a rien d'une annonce. Et en plus, il faut regarder par quoi elles vont être remplacées. En réalité, ces grenades Gli F4 vont être remplacées par des grenades GM2L qui ont, sans entrer dans le détail, des propriétés assez similaires, ou si vous les récupérez à la main, vous risquez d'avoir la main arrachée, qui ont des effets de souffle importants. Donc finalement, c'est juste remplacer pierre par Paul, une grenade par une autre, mais les risques restent les mêmes. Et surtout, aucun mot sur les LBD, les coups de matraque, les plaquages ventraux qui ont tué Cédric Chouviat et d'autres. Et en réalité, là-dessus, c'est open bar, il n'y a pas de souci, aucune remise en question. Ça, il ne faudra pas laisser passer. Pas laisser passer aussi le fait que l'IGPN ne conduise à aucune sanction à l'encontre des policiers qui pratiquent les violences policières. Et Christophe Castanet le sait. Alors ne soyons pas dupes face à son demi-mea culpa avec une fausse annonce qui n'a rien d'une annonce. Et un an après la mobilisation des Gilets jaunes et les milliers de blessés qui se sont accumulés, et maintenant Christophe Castaner, si vous nous regardez dans les yeux les milliers de blessés depuis plus d'un an en France à cause des violences policières, et je vous le demande, quand est-ce que vous allez arrêter les frais? Tiens, les lobbies maintenant, ils ont officiellement le droit de faire la loi. Voilà, c'est parti, générique. Cette semaine, dans notre coin des lobbies, on va faire un petit détour par la France parce qu'il se passe pas mal de choses côté lobby. D'abord, pour dresser le tableau, Transparency International a publié cette semaine son classement mondial de la perception de la corruption. Et là, surprise, la France recule dans ce classement. Et hasard du calendrier, le vice-président de la République En Marche à l'Assemblée nationale vient de publier un rapport sur les lobbies à l'Assemblée nationale. Et vous savez que c'est un sujet qu'on aime bien. Alors du coup, on allait fouiller et regarder d'un peu plus près ce rapport. Et là, on a un peu tombé des nues. Parce que la philosophie générale de ce rapport, c'est de considérer l'ensemble des représentants d'intérêt, les ONG, les associations, les syndicats, mais aussi les grandes entreprises multinationales, exactement sur le même plan, comme si c'était exactement les mêmes et qu'ils défendaient la même chose. Et là, c'est l'occasion d'une petite mise au point. Petite mise au point parce que j'ai vu pas mal sur les réseaux sociaux, oui, mais Manon Bry, vous savez, elle a travaillé pour le lobby Oxfam, donc elle aussi, c'est une lobbyiste. Alors, petite clarification sur ce qu'est un lobby. Les lobbies, ce sont les grandes entreprises multinationales, c'est Monsanto qui va ici faire les couloirs du Parlement européen ou de l'Assemblée nationale pour faire autoriser le glyphosate. C'est des grandes entreprises comme Amazon ou Google qui font en sorte que les règles fiscales ne changent pas pour payer le moins d'impôts possible et faire de l'évasion fiscale. Et le résultat, c'est que Monsanto, Total, Amazon, Google s'enrichissent directement à la suite de leurs activités de lobby. Et on ne peut pas considérer Monsanto autour de la table de la même manière que Oxfam ou la Ligue des droits de l'homme ou Greenpeace. Parce que eux, quand ils défendent des mesures de lutte contre l'évasion fiscale, l'interdiction du glyphosate, c'est juste pour lutter contre les inégalités, c'est pour préserver la planète et donc c'est défendre l'intérêt général. Alors maintenant qu'on a réglé ce problème, on peut regarder ce que nous propose ce rapport parlementaire qui refuse de demander aux parlementaires de publier leurs rendez-vous avec des lobbyistes. Et pire encore, l'ironie de l'histoire, c'est que, en fait, les députés En Marche avaient signé une tribune, pas plus tard qu'en 2019, où ils s'étaient engagés à publier leurs rendez-vous avec des lobbyistes. Et depuis, quasiment aucun n'est passé aux actes. Pire encore, Le Monde a même révélé que certains de ces députés avaient oublié qu'ils avaient signé cette tribune. Décidément, ça rappelle un peu l'épisode de Delevoye qui avait oublié ses conflits d'intérêts. L'amnésie, ça semble une épidémie à la République En Marche. C'est la fin de ce 24e épisode de L'Aubry qui court. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi, vous êtes toujours plus nombreux chaque semaine.
N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu ou à la commenter, ça nous encourage et on aime bien avoir votre point de vue. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire pour avoir une notification sur les prochaines vidéos. Nous, la semaine prochaine, on remet le cap à Bruxelles pour une semaine de travail en commission. En attendant, évidemment, on a d'abord une pensée pour toutes celles et tous ceux qui se mobilisent partout dans la rue, aux avocats qui font le haka, à toutes les interprètes qui chantent à cause de Macron, et puis à tous ceux qui innovent dans cette formidable mobilisation. Et évidemment, comme c'était une semaine un peu particulière autour du Brexit, on voulait aussi vous laisser en chanson. Peut-être qu'on va prendre l'habitude de se laisser en chanson à chaque fois. Par contre, interdit de critiquer le fait que je chante mal. Promis, dans mes heures perdues, je prendrai des cours de chant. Mais toute cette semaine, avec l'équipe, on avait en tête une chanson que j'aime bien, qui est une chanson des femmes de mineurs en Angleterre. Et forcément, avec le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, ça nous y a fait penser. Donc voilà, on voulait vous laisser avec cette très très belle chanson que vous pouvez reprendre avec moi. As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, 1,000 Milofts grey, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle to form